on se retrouve ce soir pour une conférence sur une plante qui n'est pas une plante carnivore, mais qui est protocarnivore, qui est très très intéressante, qu'on appelle Ibicella lutea, qu'on surnomme aussi la griffe du diable. C'est vraiment vraiment très vendeur. Et vous en voyez les fleurs, les superbes fleurs jaunes sur la photo qui est sur le côté. Ça fait des petites grappes de très jolies petites fleurs. Allez, c'est parti. Alors pourquoi ce nom de griffe du diable? Eh bien, c'est en raison des gousses qui sont très dures et qui protègent les graines. Et ces gousses ont une forme très particulière. Alors pour casser la gousse, c'est très compliqué. Il faut vraiment des outils, il faut un marteau, il faut faire très attention parce que c'est vraiment extrêmement dur. Il y a peu de matériaux, franchement, aussi dur. C'est très 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 résistant. Alors voilà, les noms, hein, en anglais, Devil's Claw ou Unicorn Plant. Donc des surnoms qui sont toujours très très évocateurs. Vous voyez ici sur la photo quelques gousses que j'ai récoltées moi-même. Vous voyez qu'elles s'ouvrent par le milieu et c'est ce qui va faire s'échapper les graines. Voici d'autres exemples de ces graines avec ces deux sortes de petites cornes de bouquetin, hein, d'où le nom de cette plante, Ibex ibicella. Vous avez ici une vue d'une gousse que j'ai réussi à ouvrir. Alors les gousses font environ 4-5 cm de longueur, 10 en totalité avec les cornes, ou parfois un petit peu plus. La taille de la graine, c'est environ 1 cm, donc ce sont des grosses graines avec donc une enveloppe noire, rugueuse, qu'on peut enlever à l'intérieur. Vous avez donc la graine en elle-même qui est de couleur blanche. Alors, Ibicella, le genre Ibicella appartient à la famille des Martiniaceae, au sein de l'ordre des lamiales. Ce sont des plantes herbacées qui sont annuelles. C'est l'une des difficultés de ces plantes. Il faut nécessairement les ressemer chaque année, donc avoir des graines. La plante peut atteindre jusqu'à 50 cm de hauteur, et puis elle a tendance à s'étaler un peu comme des courgettes, hein, ou des courges sur 2 mètres à 4 mètres carrés quand elle est placée en pleine terre. Je sais que certains collectionneurs, comme Rose Michael par exemple, hein, préfèrent les avoir en pot, parce que comme ça, elles sont plus facilement contrôlables. Voilà un superbe plan que vous avez ici en photo, donc en pleine terre. C'est l'un des intérêts de cette plante. C'est une plante qu'on peut cultiver en pleine terre et au jardin. On en reparlera. Alors venons-en maintenant à la description de la plante. Et on va commencer évidemment par les feuilles et les tiges. Les feuilles sont orbiculaires, elles sont donc rondes, à base cordiforme, c'est-à-dire en forme de cœur, et de couleur verte. Toute la plante est poisseuse et collante au toucher, et cette substance sent très mauvais, ça sent vraiment la mort. Les fleurs, quant à elles, sont de couleur jaune vif, souvent tachetées de rouge en leur gorge, et sont disposées en grappes. C'est ce qu'on a vu sur la première photo de cette présentation. La floraison est rapide et se produit pendant la saison chaude. La fructification est souvent dépendante de la chaleur. Par exemple, l'année dernière, il a fait mauvais, pas très chaud dans l'ouest de la France où j'habite, et j'ai pas eu de fruits, quasiment pas. Les fruits étaient tout petits, très moches. Je les ai même pas gardés en réalité. Cette année, tout le contraire, il a fait très chaud, il a fait sec, beaucoup, beaucoup de soleil, et donc j'ai eu beaucoup de fruits. Les fruits, je les ai pas encore récupérés parce qu'il fait encore chaud. Donc les fruits se développent et se développent encore en ce moment même. On sent que c'est la fin pour la plante, mais elle tient toujours le choc. Alors justement, venons-en à ces fruits. La griffe du diable. Le fruit est la caractéristique la plus frappante de la plante. Il se développe à partir de la fleur,
qui est très facilement pollinisée par les insectes du jardin et elle prend une forme de grande griffe allongée et crochue, allusion aux cornes du bouquetin qui en latin se dit ibex, d'où le nom de Ibicella. À maturité, cette gousse, devient lignifiée et extrêmement dure. C'est-à-dire que c'est comme du bois, mais du bois très très dur. Et elle s'ouvre en deux parties pour exposer de nombreuses graines noires et rugueuses, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure, hein, euh, à la liaison entre les deux cornes, eh bien, ça s'ouvre et les graines en fait sortent par là. La rigidité du fruit nécessite souvent un outil pour le casser et récolter les graines, un outil solide. La forme crochue du fruit sec a historiquement permis la dispersion des graines en s'accrochant à la fourrure des animaux. Les animaux transportent ces graines parfois sur de très longues distances, se frottent, ça les pique, hein, alors donc ils se frottent et eh bien, les gousses tombent. Alors pourquoi j'aime cette plante? Et en fait, il y a de multiples raisons. Tout d'abord, elle est très belle, avec des fleurs jaunes qui sont vraiment, vraiment magnifiques. Heu, En plus, elle a un intérêt, c'est qu'elle piège de nombreux petits insectes et elle peut servir à réguler les nuisibles dans le jardin. Bon, elle ne piège pas de mouches, hein, c'est vraiment, vraiment des tout petits insectes, de type des insectes qui viennent dans les plantes et qui qui sont très, 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 très dangereuses pour ces plantes. En plus, elle est de culture très simple, si on sait faire pousser des courgettes, ce qui est pas le plus compliqué au monde, et elle se plante directement au jardin, contrairement à la plupart des plantes carnivores qui ont besoin d'un substrat particulier. Et puis elle demande très peu d'entretien. Elle demande simplement à être arrosée régulièrement, encore une fois, comme un plant de courgettes, mais elle est moins sensible tout de même que les plants de courgettes. Et surtout beaucoup moins sensible à aux champignons. Beaucoup, beaucoup moins sensible. J'ai jamais eu de champignons sur ces plantes. Alors qu'évidemment sur les plants de courgettes, voilà, comme sur les tomates, on a la maladie assez rapidement. Pas ici. Alors, attention tout de même, il faut quand même savoir quelques petites choses, hein, quand on a envie de cultiver ces plantes. Elles sentent mauvais lorsqu'on la touche. Et même quand il fait chaud, elles dégagent une petite odeur à proximité. Euh, il faut aussi faire attention à la contenir, surtout dans le sud de la France, car c'est une plante qui est envahissante, hein, vous l'avez vu, ça pousse assez facilement, je vous l'ai dit, mais les graines sont très résistantes, donc elles peuvent pousser plusieurs années après. Donc il faut faire attention dans des climats qui sont propices. Elle est annuelle, donc il faut la ressemer tous les ans. Vous n'arriverez pas à la faire tenir d'une année sur l'autre. Et puis, il faut avoir un jardin assez grand parce que elle prend beaucoup de place dans le jardin. Alors maintenant, on va faire un petit peu d'histoire. Je vous présente ici des documents que j'ai tirés d'un site très intéressant. C'est un site belge qui s'appelle la Gazette des plantes. On y trouve de nombreuses informations très intéressantes. Et en particulier, il y a une très belle biographie de John Lindley qui rédigea la première description d'Ibicella lutea en 1825. Alors, il la classe dans le genre des Martinia. C'est une petite erreur de sa part, évidemment, hein. On est, on est au début simplement du 19e siècle et il lui attribue l'épithète spécifique de lutea, jaune, épithète qu'elle a gardée encore aujourd'hui. John Lindley, c'est un botaniste britannique qui est né à la toute fin du XVIIIe siècle, en 1799, et qui est mort en 1865, encore en Angleterre. Quelqu'un de très particulier qui n'avait qu'un œil et qui était un très très grand botaniste anglais. Alors voilà ce qu'il nous dit sur cette plante. Pour cette belle espèce annuelle de Martinia, nous sommes redevables à l'honorable révérend William Herbert qui nous envoya des spécimens en fleurs en août dernier. Il les avait cultivés à partir de graines reçues du Brésil. Voilà, puisque cette plante est une plante brésilienne. On ne l'avait pas dit jusqu'à maintenant, j'attendais un peu pour dévoiler toutes les informations sur cette plante.
Alors, la description se trouve dans un magazine qu'on appelle le Botanical Register. C'est un magazine horticole lancé par un illustrateur et qui fut publié en Angleterre de 1815 à 1847. Vous voyez une magnifique planche qui représente Ibicella sur le côté de cette diapositive. Le rythme de la vie s'étant accéléré pour tout le monde, y compris pour les taxonomistes, en fait, ils abrégèrent le titre qui était très long, hein, de cette revue en simplement Botanical Register. C'est ce qu'on utilise encore aujourd'hui. Alors, John Lindley a été le rédacteur en chef à partir de 1829 de cette revue. Voilà où nous en sommes aujourd'hui, puisque la plante a finalement été décrite de manière plus scientifique par Van Esseltyn en 1929. Donc je vous ai mis l'article de référence. Il a formalisé dans ce travail la classification du genre Ibicella et il a séparé Ibicella du genre Martinia, puisque on s'est rendu compte que c'était simplement des plantes qui se ressemblaient, mais qu'elles n'avaient pas grand-chose à faire ensemble. Vous avez ici tout le détail que j'ai pris sur un site très intéressant, où vous avez toute la classification des plantes. Voilà, WFO, pour ceux qui connaissent. Donc c'est pour ça que vous avez le nom Ibicella lutea, Lindl, entre parenthèses, puisque c'est le premier qui a décrit cette plante, donc en 1825, et puis Van Esselt, pour Van Esseltyn, celui qui en 1929 a donc fait la publication de référence et a classé correctement cette plante. Alors, où trouve-t-on cette plante maintenant? Eh bien, on la trouve essentiellement, de manière native, hein, en Argentine, donc dans plusieurs régions de l'Argentine, surtout dans le nord, au Brésil, au Paraguay et en Uruguay. C'est ce que vous voyez ici en vert sur la carte, donc une région de diffusion qui est tout de même assez large. Alors, il y a cette couleur violette, hein, pour montrer où cette plante a été introduite, et on en reparlera un petit peu plus tard, donc je n'en reparle pas tout de suite. Je vous ai dit en préambule que cette plante n'était pas une plante carnivore, mais une plante protocarnivore. Alors pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'elle attire les insectes, principalement des moucherons, des pucerons, des toutes petites bêtes qui volent et qui nous embêtent, et ce qu'on appelle les mouches des différentes qui ruinent en fait nos potagers. Alors, comment elle capture ces insectes? Ben, elle utilise un piège passif de type papier tue-mouche ou adhésif. Alors, l'ensemble de la plante est couvert de ces poils glanduleux qui sécrètent un mucilage collant. Et ce mucilage, je vous l'ai dit, il est fétide, il sent très mauvais et il englue les petits insectes. Une seule feuille peut capturer parfois des centaines et des centaines d'insectes, hein. C'est vraiment très impressionnant. Alors, par contre, pour être carnivore, une plante doit non seulement attirer, capturer, mais elle doit aussi digérer les insectes. Et là, les études n'ont pas démontré la sécrétion d'enzymes pour digérer les insectes et absorber les nutriments. Il y a, certains vont dans ce sens, mais il n'y a pas encore d'études prouvant entièrement ceci. Donc, je vous ai mis deux articles, hein, un article de 1999 euh, qui présente une étude de l'activité enzymatique pour vérifier le statut carnivore ou protocarnivore de la plante, protocarnivore, hein, pour l'instant, et un autre article qui en parle, un article des années 2000, mais voilà, on n'a pas énormément avancé pour l'instant dans ce domaine.
Alors, d'un point de vue taxonomique, heu, on trouve en réalité non seulement une seule espèce, mais 2. Ibicella parodi et Ibicella lutea, qui sont maintenant reconnus comme des espèces distinctes. Alors toutefois, sans une analyse phylogénétique et moléculaire et une étude morphologique comparative approfondie, les marqueurs scientifiques précis, les distinctions morphologiques fines qui séparent ces 2 espèces ne peuvent être détaillés avec certitude. En résumé, même si vous connaissez très bien cette plante, il est très, très difficile de faire la différence entre Ibicella parodii et Ibicella lutea. Voilà, si vous voulez une biographie sur le sujet, hem, il y a un site qui est très bien, c'est le site, du Royal Botanic Garden de Kew. Ça site Kew, c'est une ville qui se situe, à côté de Londres, à l'ouest de Londres et qui est la référence en fait pour les plantes, on l'appelle Powo. Heu sur ce site, en fait, vous avez toutes les références sur, Ibicella parodie, Abbiati, puisque c'est, Abbiati qui en 1939 a, décrit cette nouvelle plante. Alors pourquoi 1939 et pourquoi, la plupart des gens disent aujourd'hui qu'il y a uniquement Ibicella lutea et ils ne font pas du tout référence à parodie? Bah, parce qu'il a fallu beaucoup de temps pour, pouvoir faire la distinction entre les 2 espèces. Franchement, je pense que, la plupart des gens sont incapables de faire la distinction entre ces 2 espèces. Voilà le site, Powo. On vous présente, heu, la diffusion d'Ibicella parodii. Alors, je vous ai mis la biographie, hein, des articles qui sont évidemment très, très récents, hein, 2008, 2013, 2018, pour présenter cette nouveauté. Alors auparavant, on avait, heu, un autre Ibicella, nelsoniana, qui avait été aussi décrit par Van Esseltyn en 1929, mais en fait, on est certain maintenant qu'il ne s'agit pas d'une nouvelle espèce d'Ibicella, donc il faut rester sur 2 espèces d'Ibicella, Ibicella lutea et Ibicella parodii. Sachant encore une fois que ni vous ni moi ne serons, capables nous serons capables de faire la distinction entre les 2 plantes et les différences, c'est sur des différences de taille, et de toutes petites différences que nous, on n'est pas capable de voir, que la plupart des gens ne sont pas capables de voir. Alors venons-en maintenant à un autre point, qui est celui de la culture d'Ibicella lutea. Alors ce que vous voyez ici, c'est une photo personnelle de petites pousses. Vous voyez aussi qu'il y a des plants de tomates qui poussent avec, donc j'ai simplement mis du terreau et puis des graines et puis voilà. Vous voyez un petit morceau de sac plastique, j'ai mis ça dans un pauvre, ancien pot de bonbons Haribo avec par-dessus un sac plastique pour avoir une humidité très importante et voilà, ça pousse. Ça pousse tout seul. Alors, comment cultiver ces Tibicella? Heu, les graines sont très dures et on peut les garder plusieurs années. Heu, moi, ce que je préconise, c'est de les faire tremper dans l'eau une bonne journée et ensuite on peut enlever tout ou partie du tégument, donc de l'enveloppe, cet tégument qui est noir et ne laisser que l'embryon qui lui est beige et planter simplement cet embryon. Moi, c'est ce que je fais et ça marche très bien. Alors certains vont simplement juste ouvrir un petit peu le tégument et pour faciliter en fait, la pousse de la graine parce que sinon ça peut être dur, ça peut être long et ça fonctionne beaucoup moins bien. Donc il faut planter les graines en les enterrant un peu dans les dépôts et les mettre soit au chaud, soit en serre. Pour ma part, je fais les 2. Je les mets chez moi pour certaines et au printemps, un petit peu avant le printemps pour avoir des plants un petit peu plus rapidement et puis j'en mets d'autres dans ma serre froide et quand il fait chaud, le soleil tape un petit peu et ça pousse donc
Heu, Moi, je les mets dans un sac, plastique fermé ou je mets un sac plastique fermé dessus pour augmenter le taux d'humidité et la chaleur. Heu, L'humidité très, très forte, la chaleur, ce sont les 2 éléments qui provoquent la germination. Le fait de semer en intérieur, ça permet de gagner un peu de temps, mais attention, il faut surtout pas les replanter trop tôt au jardin. C'est comme les courgettes, sinon c'est foutu. La plante est vraiment très, très sensible au froid. Elle a des températures un peu basses. Voilà. Encore une fois, si on fait des courges et courgettes, cela fonctionne exactement de la même manière. Donc c'est une plante qui a une croissance très rapide. Donc c'est pas la peine de faire trop vite. De toute façon, elle ne poussera pas. Il lui faut vraiment de la chaleur pour qu'elle pousse. Donc ça sert à rien de vouloir tout faire trop vite. Voilà. Il faut être un peu patient et attendre pour les remettre au jardin. Moi, j'attends que les plants soient quand même un peu costauds. Alors, quelques conseils de base maintenant. Il y a plusieurs écoles pour le substrat. Quelques-uns disent qu'il faut un substrat acide et pauvre, et d'autres disent qu'il faut un substrat très riche. Pour ma part, après plusieurs tests depuis plusieurs années, je fais ainsi. Je prends une terre très riche et légère, et pour moi, ça permet à la plante de pousser très rapidement. Par exemple, chez moi, c'est dans du terreau de vieux compost que ça pousse. Voilà. Cette année, j'ai fait des pommes de terre dans ce même, sol très, très, très léger et très riche, et puis après j'ai mis, Ibicella juste après avoir récolté mes pommes de terre nouvelles. Et il faut de l'eau, attention, surtout au début, ça demande quand même pas mal d'eau, comme c'est une croissance très rapide. Si vous oubliez de mettre de l'eau, ça va mourir. Il faut beaucoup de soleil. À l'ombre, elle vivote misérablement. J'ai essayé encore cette année de mettre, un petit peu à l'ombre, dans un endroit où c'était aussi une terre très riche. Ça n'a pas très bien poussé, vraiment très, très mal, même très mal poussé. Au soleil, avec une terre pauvre, ça n'a pas poussé, très mal aussi. Heu, il ne faut pas mettre Ibicella dans un endroit de passage. C'est assez fragile tout de même, et puis ça sent mauvais s'il fait chaud. Si vous n'arrêtez pas de taper dedans avec vos vêtements, vous allez sentir le le mort-vivant assez rapidement. Alors voilà, dans le même pot que je vous ai présenté tout à l'heure, derrière vous avez, le Drosophilum qui pousse également très bien, et donc vous avez, ces plants, hein, d'Ibicella. Vous voyez, ça pousse vraiment très, très rapidement une fois que les cotylédons, les 2 fausses feuilles, les premières fausses feuilles sont passées. Hop, la plante est solide. Encore une fois, comme pour les tomates, les tomates, c'est pareil. Alors par contre, il est rare, vraiment très, très rare, d'avoir une fonte de semis avec cette plante. Ça m'est jamais arrivé, vraiment jamais arrivé, donc c'est assez peu sensible à, aux champignons. Voilà, champignons qui tuent très facilement par contre les tomates. Mais vous voyez, là je suis dans ma serre froide et il y a besoin de beaucoup de lumière. Dès qu'il y a de la lumière, de la chaleur, c'est bon. Là j'ai enlevé le sac pour après il n'y a plus besoin d'une humidité particulière, hein, et c'est bon, ça pousse. Voilà, autre exemple, vous voyez, c'est un peu n'importe quoi, hein, j'ai mis ça où je pouvais, dans des petits pots, dans des vrais pots, mais aussi dans des faux pots, et voilà, ça pousse très bien. Voilà un petit plant, et qui a été mis en terre. Voilà, vous voyez, dans une terre noire, très riche, une plante bien vigoureuse avec, un gros tronc, et cette plante va pousser extrêmement, extrêmement rapidement. Alors au début de cette présentation, je vous avais dit que, surtout dans le sud de la France, il fallait faire attention à cette plante qui est une plante qui peut être envahissante. Dans le nord de la France, je ne pense pas que ça soit très dangereux, mais dans le sud, mmh, elle peut survivre, et c'est un problème évidemment. Voilà. Et sur le site, Powo, que je vous ai présenté tout à l'heure, eh bien, on fait la liste des espaces où elle était introduite. L'Algérie, l'Arizona, l'Autriche, la Belgique, la Californie, l'Afrique du Sud, l'Égée, les îles de l'Égée,
la France, l'Allemagne, et cetera, et cetera, la Sardaigne, la Tunisie. Donc attention, attention, si vous cultivez cette plante, à ne pas disséminer les graines n'importe où, parce que ça pourrait être un problème. Alors voilà, vous voyez où elle a été introduite, cette plante. D'Algérie, par exemple, ou en Afrique du Sud, ça pousse bien et ça pousse beaucoup, 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 beaucoup trop. Je vous donne un exemple pour la France. Alors là, je vous ai mis l'article de référence que vous pouvez consulter gratuitement sur Percé. Alors il est pas long, hein, ça fait 3 pages, 2 ou 3 pages et donc vous voyez ici cet article, focus sur une espèce, Ibycella lutea, qu'on a retrouvé donc dans la Haute-Garonne et c'est publié dans le journal de botanique de 2017 et on fait donc toutes les observations en France et on illustre en fait son caractère envahissant. Alors voilà, observation en France. En France, Tison et Ali, donc parce qu'évidemment il y a toujours plusieurs personnes qui publient un article, la considère comme une espèce occasionnelle ancienne dans l'Hérault et les Pyrénées-Orientales. Telung indique qu'elle a été observée au port juvénal de Montpellier en 1852, donc très tôt en fait, hein. Je vous dis, la première description, c'est 1825. Et donc, on a fait ce qu'on a très très souvent fait pour d'autres plantes, hein. Et on est allé au Brésil, on a récolté des graines, et puis ces graines eh bien, ont été dispersées, ont été offertes dans des jardins, mais même pas seulement, hein. Euh, on en retrouve parfois chez des particuliers. Ça a été le cas du thé, par exemple, qui est arrivé comme ça à Brest. Voilà. Au XXe siècle, elle a été notée abondamment fleurie et fructifiée dans un jardin potager de Lodève en 1934, puis dans la même commune sur les alluvions de la l'Ergue en 1936. Les auteurs supposent que son arrivée est liée à l'utilisation par les ouvriers des filatures textiles des déchets de coton de provenance américaine comme engrais. Vous voyez, ce sont des graines qui sont extrêmement, extrêmement résistantes, hein, parce que évidemment, ces déchets ont été, ont été travaillés et ont été soumis à des chocs chimiques, mais pourtant les graines n'ont pas été détruites. Et voilà, des individus qui couvrent des surfaces d'environ 4 mètres carrés et qu'on a observé en 2015 à Haute-Rive, en Haute-Garonne. Les individus qui se développent dans une parcelle maraîchère. Donc voilà, avec les légumes. C'est pour ça que moi je vous dis, un sol pauvre, acide, pourquoi pas, mais ça pousse avec les légumes, donc pourquoi s'embêter? Par contre, il faut qu'il soit riche. Là, on a un sol limoneux, donc très, très riche. Heu, voilà. C'est inexpliqué. On ne sait pas pourquoi on l'a retrouvé dans cette parcelle de production de courgettes. Alors, pour terminer maintenant, une petite bibliographie. Alors voilà, je vous ai fait une bibliographie, heu, des Heu, enfin sérieuse, hein, sur, la taxonomie, le signalement dans différentes parties du monde. En particulier, je vous ai mis, heu, ça pour la Tunisie et le reste de l'Afrique du Nord. Alors sur l'écologie de la plante et son caractère protocarnivore et puis différents éléments sur la chimie de la plante, hein, parce qu'on a étudié en particulier les propriétés antibactériennes potentielles de cette plante, parce qu'on pense qu'il y a un composé antibactérien intéressant euh, pour le domaine médical. Donc, il y a 2 articles, hein, dans les années 2000 sur ce sujet, j'en ai pas vu ensuite. Alors, un petit bonus maintenant pour terminer. Je vais terminer plus rapidement, vous inquiétez pas. Alors, tout d'abord un peu de publicité pour un artiste que vous connaissez qui s'appelle François May. Et François May est l'auteur de cette magnifique planche botanique en vente sur son site Etsy, qui s'appelle A Garden's Chronicle, à un prix très très abordable. Vous voyez cette planche qui est vraiment magnifique, où on voit non seulement les graines, une graine coupée, un petit insecte qui est pris sur la feuille, la gousse, les fleurs, et puis le fruit que vous avez
en haut qu'un fruit vert. Alors, si vous voulez tenter ce fruit vert, quand il est jeune, il est comestible. C'est pas du tout une plante dangereuse, il est comestible, donc ça se mange un peu comme les cornichons. Voilà, si vous voulez essayer, moi j'ai jamais essayé, je n'essaierai jamais, je pense, mais on peut la manger. Alors, si vous voulez d'autres conseils de culture, eh bien, vous pouvez aller voir une vidéo de Sébastien Joliot qui est consacrée à cette plante. Ouais, c'est assez complet. Et ça fait environ un peu moins de 15 minutes. Il y a aussi une page intéressante un peu ancienne, mais toujours très bien, sur le site de l'association Rossolis, où j'ai d'ailleurs, je me suis permis de prendre, pour vous donner une idée de la taille de la bête, hein, la photo qu'on retrouve sur le site de Rossolis, vraiment je vous encourage à aller voir. Vous voyez, on est au jardin et cette plante s'étale et elle est jolie, hein, vraiment très jolie. Et vous voyez bien il faut pas mal de place pour pouvoir accueillir cette belle plante. Voilà chez moi, une petite vidéo d'une plante en pleine croissance au printemps. Vous voyez les fleurs qui commencent à pousser. On voit ça très bien. Hop. Et voilà. Les plantes en ce moment. Donc en ce moment, on était là à la fin du mois d'octobre. Vous voyez, commence à tirer un petit peu la tronche quand même. Euh, on voit que les feuilles commencent à tomber. Et puis on observe les gousses qui sont en petites grappes et qui sont en train de mûrir. C'est au centre de la photo. On voit bien ces grosses gousses. Et voilà à quoi ressemblent ces gousses vertes qui vont s'ouvrir et qui vont laisser échapper cette grosse gousse noire avec, voilà, on voit bien où se trouvent ces fameuses cornes de bouquetin ici. Écoutez, j'espère que cette présentation vous aura plu. Désolé de ne pas avoir pu être présent, c'est pour ça que j'ai fait ce petit enregistrement. J'espère vous avoir apporté des choses et puis vous avoir donné surtout l'envie de cultiver cette plante vraiment magnifique. J'espère ne pas avoir dit non plus trop de bêtises, j'ai essayé de me renseigner au mieux. Je ne suis pas botaniste, vous le savez, mais j'essaie d'aller chercher les sources scientifiques euh, le plus possible, évidemment, et j'essaie de les comprendre avant de vous donner ces informations. N'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez m'envoyer un mail hein, ou poser des questions sur le chat. On répondra à ces questions. Simplement, si vous voulez acheter des graines, vous en trouverez. Vous pouvez notamment envoyer un petit message à l'association Dionée, parce que souvent les collectionneurs envoient quelques gousses à l'association et on peut racheter des graines pour, voilà, pour 1 €. Vous avez une vingtaine de graines, vous avez de quoi faire avec ce genre de plante, puisque les graines poussent très bien. Il y a un taux de germination qui est quand même assez élevé. Voilà, ben, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Et voilà. J'enlève ça, sinon je m'entends parler. Alors qu'est-ce que vous en avez pensé, les amis? Qu'est-ce que vous avez pensé de cette petite presse de Laurent, toujours très pédagogue? Moi j'ai appris plein de trucs sur cette plante, encore une fois. À chaque fois qu'il fait un truc, c'est toujours très clair. Attendez, je vais essayer de ranger un peu ça. Hop. Tac. Hop. Ça c'est bon. Est-ce que le son était bien? Est-ce que tout était clair? J'ai vu que ça avait discuté beaucoup sur le chat. Normalement, il n'y a plus d'écho là. Si?
Alors, comme ça dit quoi? Est-ce que c'est mieux comme ça? Normalement, j'ai enlevé la sortie. C'est bon? Ok. J'ai plus le son, mais c'est pas grave, visiblement. Voilà. Bon, il y a un problème. Ouais, j'ai un problème de conf. J'avais un voice meter qui s'est installé et tout. Ouais, il faudra que je retravaille ça, mais c'est pas grave. Si vous m'entendez, c'est le principal. En tout cas, c'était super intéressant. J'ai vu que ça a discuté beaucoup sur le chat. Que Laurent était avec nous sur le chat. Ça, c'est trop cool. Franchement, c'était pratique. Il y a eu pas mal de questions. Il a reparlé ouais, du fait que c'était comestible. Il en avait parlé un peu. Il parlait du fait, oui, bah, qu'il l'engraissait comme il faut, quoi. En tout cas, c'est super intéressant comme. J'adore quand tu parles chinois, d'accord. En tout cas, c'était super intéressant, Laurent. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de faire cette vidéo.